Ouais, sorry, hein, donc j'ai OBS qui a complètement planté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne vais toucher à plus rien du tout. On va laisser ça comme ça. J'ai juste voulu en fait remettre le son de la vidéo YouTube et en cliquant, ça a fait planter OBS. Donc voilà, tout va bien. Voilà, revenez. Désolé, un tout grand merci de revenir et on oublie ce qui s'est passé. Je vous jure, c'est un enfer. À chaque fois que je fais un live tweet, j'ai un micro bug à un moment, donc il va falloir que je corrige ça. Je fais tout ça depuis un Mac, donc est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas, c'est pas grave. On va continuer donc du côté du Splatoon direct. Donc voilà, je vous disais, il y a But plein two of d'armes them at the same disponibles, il y a time. plein de gadgets qui vont vous permettre de faire plein de As you combinaisons can en see, fait they au attach to your niveau selected tank. de votre manière de jouer et au niveau des réservoirs en fait. Donc ça Oh, c'est pas right. mal au niveau des There are three réservoirs, types c'est ce of qu'on voit juste tanks. ici. Il y a trois The types de speed réservoirs. tank, Donc il y a le réservoir power rapide, tank, il y a le and réservoir tactical puissant tank. et le réservoir tactique. Et en fait, The en gadgets you fonction can du use réservoir que vous allez depend on the choisir, ça va tank. quand même changer So pas let's mal introduce le some of them gameplay du based jeu. on tank type. Et donc, c'est une des First, grosses annonces speed qu'on a eues tank de ce Splatoon gadgets. Direct, c'est qu'il y a beaucoup de personnalisation de ce Blast côté-là. Et donc là, on voit Leap forward un at exemple high un petit peu speed de la and manière dont on attack va with a pouvoir stomp. utiliser ces différents réservoirs. Donc, This can comme vous also le be voyez used ici, for on a a le hasty réservoir escape. rapide. Donc hop, on se déplace très rapidement. Ça permet d'esquiver Dash bomb. les attaques. Launch Et forward using the voilà, on a aussi le explosion from a réservoir puissant. bomb. Donc là, on va clairement pouvoir quand même You can also move affronter in des other menaces un peu plus directions. imposantes, faire des frappes en noir, de cercle, Booyarang. etc. Et puis le réservoir tactique, là c'est plutôt quelque Throw chose de it to beaucoup plus strike stratégique enemies. où It'll on va stay pouvoir un peu airborne donner for la a bit, possibilité then return de to s'équiper you. par exemple de différents Booyah. outils pour pouvoir Next, attaquer en fait power à tank distance gadgets. et pouvoir Splash it. par exemple jeter des bombes, etc. Perform a quick slash Donc voilà, in a on wide voit qu'il y a quand même pas mal sweeping de arc. personnalisation de ce Even côté-là. tough shields don't stand a Et donc chance. on a eu juste après tout un petit segment aussi sur les sites. Donc là Every on peut voir un location petit peu à has quoi more than a ressemble la map du jeu et donc voir un petit peu la DA aussi des menus qui est très sympa je trouve, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Mais voilà, c'est assez cool de voir que le jeu arrive en fait à trouver son identité. Et donc super fort par rapport à ta voix. Ok, mais je pense que le son est carrément coupé, donc je sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je règle ça, mais voilà. Ici en tout cas pour le Splatoon Riders Direct. Et donc on a aussi toute une partie, allez on va dire montée en niveau, où on pourra un petit peu personnaliser tout ça du côté, comme je vous l'ai dit, des gadgets. Alors un point aussi sympa, c'est qu'on a donc trois niveaux de difficulté juste ici. Donc on a un niveau qui va être un niveau facile, normal et compliqué. Et donc là vous pouvez le changer directement dans les menus. Et ça c'est vrai que c'est toujours sympa. On en reparlera tout à l'heure du côté de Star Fox qui propose aussi donc des niveaux de difficulté. Et donc voilà, c'est assez sympa de voir que Nintendo joue de plus en plus le jeu. C'est le cas de le dire en proposant des solutions qui permettent de rendre le jeu le plus accessible possible. Et donc on a et ça c'est un point aussi assez important, c'est qu'on a en fait du multijoueur si vous voulez, alors que c'est un jeu qui est censé quand même être full offline, hein, puisque c'est un jeu solo. Mais donc du coup, on va avoir du multijoueur qui va être uniquement donc du multijoueur maximum à 4 et vous allez devoir chacun posséder le jeu, donc il n'y aura pas de game share et vous devrez bien évidemment avoir un abonnement au NSO. Alors, salir, le jeu va être super. Oui, franchement, il me tente bien. Durée de vie des infos, non Arnaud, on n'a pas d'infos sur la durée de vie pour le moment. Alors, il faut savoir que donc, le jeu sort le 23 juillet et il sera proposé à une tarification assez basse entre guillemets, puisque c'est un jeu qui sera proposé à 49,99€ en dématérialisé et à 59,99€ en édition physique. Donc je pense que ça te donne quand même un peu une idée, alors peut-être pas de la durée de vie, mais en tout cas du scope que le jeu va avoir. Je pense qu'on se situe sur un jeu qui n'aura peut-être pas la durée de vie une durée de vie de 30-40 heures. Je pense qu'on devra se situer aux alentours de 15 à 20 heures. Alors comme tu le mentionnes juste après, Salir, ça dépend un petit peu, tu dis voilà, beaucoup. Ça dépend aussi de la manière dont tu joues, ça dépend aussi de est-ce que tu auras envie de refaire ou pas les défis par exemple.
Et donc de ce côté-là, ça peut quand même ajouter pas mal de durée de vie. Donc salir plus de 100 armes à débloquer, des trésors, etc. Je pense beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu. Maintenant, ce qui va quand même compter, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de maps, parce que c'est quand même là-dessus qu'on va passer le plus de temps. Donc ça, on le verra probablement un petit peu plus tard. Enfin, je pense à la sortie des tests. Donc qui devront avoir lieu sans doute le 22 juillet, hein, puisque souvent les tests de Nintendo, enfin des jeux Nintendo, tombent la veille aux alentours de 15h. Donc on aura, je vous ferai de toute façon sur mon compte X un résumé des tests qui seront sortis à ce moment-là. Alors donc tu m'as dit que le son était un peu fort, je vais le baisser. Voilà. Physique 45€ chez Leclerc. Oui, 45€ chez Leclerc. C'est vrai qu'en France, alors je suis belge si jamais, je sais pas si vous le saviez, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en France, vous avez la chance d'avoir les jeux à des prix qui sont quand même des prix assez intéressants, souvent aux alentours de entre 10 et 15€ moins cher que ce qu'on a nous de notre côté en Belgique. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Je pense que pour 45€, il y aura de quoi s'amuser. Je trouve vraiment que d'un point de vue visuel, le jeu est super beau et on voit quand même qu'on a franchi un cap. Déjà, le jeu sera en 4K. Il y aura du 60 fps, ça c'est sûr et certain. Et voilà, visuellement, ça tient quand même pas mal la route. Et voilà, le Splatoon Raiders Direct, c'est terminé. Alors, petite déception avant qu'on passe au sujet d'après, pardon. Vous me direz, mais un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu de démo. Je pense que beaucoup de joueurs s'attendaient, et moi y compris, s'attendaient à ce qu'on trouve potentiellement une démonstration juste après, enfin une démo sur l'eShop pour pouvoir tester le jeu, parce que c'est vrai qu'on a quand même encore un petit peu du mal à cerner comment est-ce que ça se joue, quel est le principe du jeu, etc. Et donc ça aurait pu, je pense, être une bonne idée du côté de Nintendo de nous proposer une démo pour ce jeu. Bah écoutez, voilà, on n'aura pas de démo, on devra attendre encore un petit peu. Et donc je vous le rappelle, le jeu sort le 23 juillet. C'est la prochaine grosse exclue du côté de la Switch 2, puisque Star Fox est sorti la semaine passée et que ce jeudi on a Rhythm Groove Even, donc qui est un jeu de rythme mais qui sort sur Switch. Et donc c'est ce qui fait, comme je vous l'ai dit, de Splatoon Raiders la prochaine exclue Switch 2. Et donc voilà, dites-moi un petit peu là dans le chat si c'est un jeu que vous comptez faire, si vous avez besoin d'en voir un petit peu plus. Peut-être que vous allez attendre les tests aussi. En tout cas, ce qu'il y a eu aujourd'hui, ce sont les previews qui sont sortis. Et elles sont très positives. Donc on a Sullivan Gaming, que vous devez sans doute connaître, qui a été très agréablement surpris, enfin en tout cas c'est sa chaîne YouTube qui a été très agréablement surpris par le jeu. On a IGN aussi et on a jeuxvideo.com et plein d'autres sites qui globalement ont un petit peu résumé le jeu en disant que c'était une très belle potentielle prochaine exclue Switch 2 et que elle avait quand même bien caché son jeu. Et ça c'est un autre débat, je pense qu'on pourra en reparler dans un prochain live, mais j'ai l'impression que Nintendo en ce moment essaye vraiment de communiquer, vous voyez, jeu par jeu. Et donc voilà, Star Fox est sorti et là bam, on ajoute un max de com du côté de Splatoon Raiders. Et voilà, c'est peut-être une bonne stratégie au final hein, pour garder l'attention un maximum sur le jeu. Alors Salir, je le trouve très beau, ouais, je le trouve tellement beau, ouais, il est très très beau. Quentin, tu me dis oui, la démo était nécessaire malheureusement. Salir, après la démo, elle va peut-être arriver dans le mois de juillet avant le 23. Oui, c'est possible, mais tu vois, là, je le voyais vraiment bien aujourd'hui. Donc je me dis, s'ils l'ont pas sorti aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont la sortir? Alors, est-ce qu'ils le feront dans une semaine ou deux? Alors, le fait... donc, les conditions qui doivent être remplies pour qu'un jeu Nintendo ait une démo ou pas, ce sont des conditions qui sont totalement inconnues et qui n'ont aucun sens. Il y a des jeux pour lesquels vous allez avoir une démo sur l'eShop qui va être proposée quelques jours avant la sortie du jeu. Vous allez en avoir pour lequel vous allez avoir une démo bien à l'avance. Et là, on n'en a pas, alors que typiquement, c'est un jeu, je pense, pour lequel, vous voyez, ça aurait été facile d'ajouter une démo. Tu mets une ou deux zones. En plus, il y a des previews qui ont été faites, justement, comme j'ai dit, il y a quelques jours. Donc voilà, le jeu dans sa version démo, il existe.
Mais bon, écoutez, on verra un petit peu au fil des prochains jours. Donc Salir, tu me dis ouais c'est préco déjà, ben, je me doute, vu l'engouement que tu as envers ce Splatoon Raiders, je comprends. Arnaud, j'attends les tests, bah oui clairement on peut aussi attendre les tests, comme je te dis, ils sortent la veille, donc ça te permet quand même de réagir rapidement si tu veux l'acheter, surtout que ce sont des jeux qui sont toujours en quantité suffisante hein, au niveau des stocks en physique, donc voilà, toujours moyen de se rattraper la veille. Arnaud, en août, il y a quoi déjà? En août, tu as le DLC de Pokémon Pokopia. Donc qui va sortir, on n'a pas encore de date, mais en tout cas ça a été confirmé pour le mois d'août. Quentin, Xenoblade Switch 2 Edition, alors attends, est-ce que c'est au mois d'août? J'ai un doute, est-ce que c'est pas plutôt au mois de novembre? Parce qu'en tout cas, si tu parles du premier épisode en Switch 2 édition, c'est pour fin juillet. C'est pour le 30. Ouais, c'est ça, c'est pour le 30. Donc au mois d'août, ce sera le DLC de Pokémon Pokopia. Et il y a Elden Ring qui sort exactement, Salir. Et il y a aussi, on l'a appris tout à l'heure, Oblivion qui va revenir sur Switch 2 en version remastered et qui sortira le 11 août. Salir, moi j'attends tellement Zelda, OT, bordel, oui, moi aussi, et voilà, il va falloir s'armer un petit peu de patience, parce que je pense qu'on ne devrait pas malheureusement entendre parler de Zelda Ocarina of Time avant, en tout cas au mieux, le début du mois d'août, puisque là on va clairement avoir une grosse communication qui va être faite autour de Splatoon Raiders, et aussi autour du DLC de Pokémon Pokopia qui sortira au mois d'août, peut-être un peu de Fire Emblem, mais donc je pense qu'on va attendre quand même quelques jours, quelques semaines avant de revoir Zelda Ocarina of Time, mais j'imagine qu'on devrait avoir un Zelda Direct ou un Nintendo Direct au mois d'août ou au mois de septembre. Arnaud, donc ouais, c'est ça, sans voix FF Oblivion, oui, malheureusement. Ah, ben salut Biffun, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement, merci d'être venu. Est-ce qu'on a des news pour l'édition physique d'Oblivion? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure sur mon Twitter. Il y a une édition physique qui va sortir le 11 août sur Switch 2. Parce qu'il faut le mentionner, c'est assez rare, le jeu sera entièrement sur la cartouche, donc pas de game keycard. À l'image de Indiana Jones et le Cercle des Anciens qui était sorti il y a quelques semaines, le jeu sera entièrement sur la cartouche. Ah non, Xeno 2 Switch 2 sort le 30 juillet, oui, alors attends. Xeno 2 Switch 2 en version démat sort le 30 juillet et la version physique, c'est assez compliqué de suivre ça puisqu'ils ont décidé en effet de décaler les éditions physiques avec les éditions dématérialisées. Biffen, je suis déçu du Splatoon Raiders, même pas en open world, il y a vraiment rien de fou, je suppose que tu veux dire en 2026 sur Switch 2. Alors oui, personnellement je t'avoue que je m'attendais pas à un open world du côté de Splatoon Raiders, enfin, en tout cas c'est pas comme ça qu'il avait été vendu pour le moment. Et puis tu vois sa tarification à 49,99€ en démat, je pense que c'est clairement une tarification qui a été choisie de la part de Nintendo pour envoyer un peu un message en disant voilà, c'est un nouveau jeu, mais ne vous attendez pas à le tout nouveau Splatoon. Donc là, ils sont en train de tester une nouvelle formule en mode spin-off sans le multi. On verra ce que ça donne. Tu vas dire le jeu va être ultra court, je pense, c'est dommage. Bah écoute, pour le moment, on n'en sait rien. Je serais d'avis de pas spécialement tirer trop de conclusions, mais oui, vu la tarification, on sera peut-être pas sur le plus grand jeu de l'histoire, ça c'est sûr. Alors, le deuxième sujet sur lequel j'avais envie de revenir un petit peu, c'est l'annonce donc de GTA 6, enfin en tout cas des précommandes de GTA 6, puisque bien ça a eu lieu mercredi passé, enfin en tout cas mercredi passé à midi, on a eu l'annonce des différentes éditions, et dans la foulée, on a eu le lendemain, donc l'ouverture des précommandes, enfin en tout cas c'était à minuit le jour même. Et j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur les différentes éditions, sur les prix, sur également le fait que l'édition physique n'ait pas de disque. Et puis on va parler un petit peu de est-ce que je crois au fait que GTA 6 puisse arriver sur Switch 2 ou pas. Salir, bon appétit à toi, bon live, merci à toi et bonne soirée aussi.
À très bientôt. Et donc, comme je vous l'ai dit, GTA 6 a dévoilé donc ces deux éditions la semaine passée. Donc, une édition standard qui est proposée au prix de 79,99 et donc qui possède un bonus de précommande si vous le précommandez avant le 19 novembre, bien évidemment. Et vous avez un mois de GTA Plus qui est tout offert. Alors, sachez que c'est un petit peu fourbe puisque vous avez un mois de GTA Plus qui est offert avec la précommande, mais si vous activez ce mois, vous avez un renouvellement automatique qui se lance. Donc attention de ce côté-là. Je trouve la pratique commerciale un petit peu douteuse. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Salut Docteur Jopa, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ici. Donc là, on vient de parler du Splatoon Raiders Direct. Et ici, on regarde un petit peu au niveau de GTA 6. Est-ce qu'il pourra arriver sur Switch 2 ou pas? On va en parler juste après. Et donc, une deuxième édition qui a été annoncée également. C'est l'Ultimate Edition qui va être proposée donc à 100 euros. Enfin, 99,99. Et donc, qui comporte bien évidemment GTA 6 et qui va comporter du coup une multitude de contenus supplémentaires. On a un tweet donc qui a été fait juste ici donc de Sid qui nous a fait un comparatif des deux éditions et c'est vrai qu'on a quand même tendance à se dire que vu l'ampleur du nombre d'ajouts qu'il y a dans l'édition Ultimate, on se demande en fait si l'édition de base c'était pas cette édition Ultimate à laquelle on a créé une sorte d'édition un peu une sous-édition si vous voulez, à laquelle on aurait retiré pas mal de contenu, parce que c'est vrai que quand vous voyez là, vous voyez donc à gauche tout ce que l'édition Ultimate contient, il y a des bâtiments qui sont visitables, qui ne seront pas visitables dans l'édition standard, donc oui, GTA 6 n'est pas proposé à 100 euros, l'édition de base en tout cas n'est pas proposée à 100 euros, mais il y a un sondage qui a été fait du côté de IGN, et sachez que 70% des gens ont précommandé l'édition Ultimate et pas l'édition standard. Et ça, je pense que Rockstar le savait très bien. Il savait très très bien qu'en proposant une édition avec autant de contenu supplémentaire, ça allait faire un succès, par rapport à l'édition standard. Je trouve que Rockstar fait du tort immense au niveau du JV physique, on va en reparler juste maintenant, et c'est abusé d'avoir une édition Ultimate qui rajoute entre autres l'accès à des magasins. What the fuck? Oui, c'est ça exactement ce que je viens de dire, c'est assez aberrant. On a l'impression en fait qu'on nous a raboté des choses dans l'édition standard. Donc voilà, Ultimate pour aller se faire les ongles avec Lucia, là, trop hâte de voir la personnalisation. Oui, je pense clairement que ça va être un point sur lequel ils ont énormément travaillé. Ça va être la personnalisation. La personnalisation du côté de ce GTA 6. Docteur Jopa, ça va faire 6 jours. Mon chat reste toujours introuvable. Oh ouais, c'est horrible, tu m'as parlé de ça, mais j'espère que tu vas le retrouver et je croise les doigts de ce côté-là. Salut Mathis, j'espère que tu vas bien, ça fait super plaisir de te voir, merci de nous rejoindre pour ce petit live, le petit live Actu Gaming qu'on est en train de regarder. Et donc la grosse polémique qu'il y a eu du côté de GTA 6, c'est malheureusement qu'il n'y aura pas de vraie édition physique. Tout du moins, l'édition physique qui sera proposée ne contiendra pas de CD. Et donc, c'est un petit peu la mauvaise news qui est tombée du côté des fans de jeux physiques. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous trouvez que c'est un gros problème ou pas de ce côté-là. Mais donc, Rockstar a pris la décision de vendre le jeu en magasin. Donc, vous allez avoir votre petite boîte. J'ai pas de boîte de jeu PS5 ici, mais... Voilà. En plus, j'ai bien fait de le sortir lui parce qu'il va nous être utile juste après. Donc vous aurez bien votre belle boîte, mais à l'intérieur, bien il n'y aura pas de CD. La boîte ressemblera à ceci. Et donc vous aurez en fait un code de téléchargement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un code Inobox. Et le problème, c'est que quand vous recevez un code Inobox, vous encodez votre code fatalement sur le PS Store ou Xbox, peu importe, et vous ne savez pas revendre votre jeu. Et donc le marché de l'occasion
Déjà de 1, il est complètement éclaté. Et donc c'est la première raison pour laquelle les grands défenseurs du physique se sont alarmés en boycottant le jeu par exemple. Et voilà. Donc on va reparler un petit peu juste après de pourquoi est-ce que Rockstar a décidé de ne pas fournir un CD dans la version boîte. Tu me demandes Biffen, est-ce que je l'ai préco? Pas encore. Donc il faut savoir qu'en Belgique, j'aimerais bien essayer de choper une version boîte quand même pour l'avoir un petit peu moins cher. Mais de notre côté, en Belgique, le meilleur prix que j'ai trouvé, je l'ai trouvé ce matin, c'est 70 euros. Et c'est pas très proche de chez moi, ils livrent pas. Donc voilà, je vais devoir un petit peu regarder de ce côté-là. Quant à un perso, je boycotte GTA 6 dans tous les cas, au vu de leur direction. Et puis on prendra en occasion sur Switch 2 s'il sort, mais je ne donnerai pas un centime à Rockstar pour cette version. Je peux comprendre. Mathis, est-ce que vous avez déjà parlé de Splatoon? Oui, Mathis, dans le jargon. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai potentiellement des amis qui me regardent et qui ne connaissent pas spécialement la notion de code in a box, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Biffen, au moins, ça permettra de ranger un Blu-ray en vrac, c'est pas mal non plus. Le marché de l'occasion n'a déjà plus trop de sens. J'aimerais m'acheter Elliot, mais les prix en occasion, on dirait des prix neufs. Oui, alors peut-être que tu as regardé du côté de Micromania. Je sais qu'en France, Micromania, ils sont assez chers, donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est tout à fait probable que l'occasion ne soit pas si avantageux que ça. Je me permets de dire que le jeu a l'air franchement cool de ouf. Ouais, Splatoon Raiders, ouais, il a l'air vraiment bien. J'étais pas certain de le faire, mais là je l'ai précommandé et je pourrais vous en parler. Je pourrais vous en parler dans la foulée. Micromania, non merci pour les prix. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, les différentes raisons qui ont potentiellement poussé Rockstar à proposer une version avec un code in a box, les amis, c'est tout simplement, et je pense que ça paraît logique, c'est tout simplement qu'ils avaient peur qu'il y ait des leaks et il y avait potentiellement moyen de faire mieux que ça, mais c'était, on va dire, la solution facile pour eux de proposer un jeu sans aucun risque de leak, puisque le code, vous allez donc, je le rappelle, le recevoir en version physique, donc le 12 novembre, soit 7 jours à l'avance. Vous allez pouvoir l'encoder, vous allez pouvoir le télécharger, mais bah, vous ne pourrez pas le lancer, puisque bah, on ne sera pas le 19 novembre, et donc à ce moment-là, bah, c'est broquette comme on dit, hein, vous ne pourrez pas lancer le jeu en avance. Et donc cette édition physique, elle permet quand même à Rockstar de pouvoir un petit peu mieux gérer la communication autour du jeu, et ça leur permet de faire profiter à tout un chacun d'une surprise qu'on a quand même attendue depuis de nombreuses années. Le petit hic, et c'est là moi de mon côté que je suis pas très content, c'est que pour moi il y avait moyen de faire mieux. Ils auraient pu par exemple sortir le jeu sur disque. Alors oui, la totalité du jeu ne serait pas rentrée dans un disque classique, puisque on se doute que le jeu va peser des centaines de gigas. Ah ben voilà, vous voyez, hop, mon petit setup comme ça. Donc on se doute que le jeu va peser des centaines de gigas, mais ce qu'ils auraient pu proposer, c'est une version disque où on a une partie du jeu qui est dessus, et où vous avez une sorte de launcher, un peu comme on a eu pour Crimson Desert, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait de ce côté-là, mais donc ça aurait pu en fait être une sorte de barrière en disant, ben voilà, vous devez attendre, donc vous mettez le disque dans votre PS5, vous lancez le jeu, et là le jeu télécharge toutes les centaines de gigas qu'il faut télécharger, et après vous arrivez à un launcher qui vous dit, et on n'est pas le 19 novembre, vous devez attendre encore un petit peu. donc voilà, ils auraient pu faire ce système-là, et d'ailleurs quand Crimson Desert est sorti sur PS5 et qu'on a vu cette nouvelle manière de faire, si vous voulez, c'est un petit peu c'est un petit peu tout de suite le jeu auquel j'ai pensé, c'est GTA 6 quoi. Je me suis tout de suite dit, ok, GTA 6 va proposer ça. Et donc, c'est ce que j'avais mentionné ici dans un tweet que je vous ai fait il y a quelques jours. Vous voyez ici un exemple de ce que vous voyez quand vous lanciez Crimson Desert sur PS5 avant donc la sortie qui était au 19 mars. Vous aviez un menu, un message d'erreur qui vous disait « Attendez un petit peu, soyez encore un peu patient, le jeu va bientôt démarrer ». Et donc, pour moi, ils auraient clairement pu proposer
une version de ce style-là. Et ça aurait permis en fait de pouvoir proposer une revente à l'occasion et de pouvoir quand même avoir une certaine préservation du jeu vidéo en général. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui boycottent du coup la sortie de GTA 6 uniquement parce que le jeu ne sort pas en physique. Écoutez, si c'est votre combat et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, moi je n'irai jamais à l'encontre de ça. Donc on a tous la possibilité de faire des choix et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de participer à cette sortie édition physique qui est malheureusement un peu un pétard mouillé. Moi de mon côté, j'avais de toute façon décidé de le prendre en démat, puisque c'est un jeu potentiellement que je vais lancer beaucoup de fois, hein, puisque ça va être un jeu avec une durée de vie monstrueuse. Et donc voilà, ce sera plus pratique de mon côté de l'avoir en dématérialisé. Et donc de mon côté, ça ne change pas grand-chose au fait que oui, je suis impatient d'être le 19 novembre pour tester ça. Et vous dites-moi dans le chat, hein, est-ce que c'est un peu le titre que vous attendez le plus cette année ou est-ce que voilà, vous attendez plutôt Zelda Ocarina of Time? Vous pouvez me le dire, hein. Je vous comprendrai. Du coup, par contre, les prix des futurs jeux suite jeux à la Fnac, c'est une singerie. Attends, dans le sens, tu trouves ça cher ou pas cher? Parce que moi, je t'avoue que je connais pas très bien les prix. Mais je sais que par exemple, Splatoon Raiders, il est disponible à. Attends, il est disponible à 50 avec 10 euros de bon d'achat. Ou à 60 avec 10 euros de bon d'achat, je sais plus. À l'époque, Arnaud, tu dis FF7 était sur 3 CD. Bah oui, comme quoi il y a moyen. Euh, Pareil, des maths pour le lancer rapidement entre deux jeux, Arnaud. Oui, c'est ça, hein. C'est typiquement des rares exceptions que je fais de mon côté, mais toujours pratique de pouvoir le lancer un petit peu quand on veut, surtout qu'on a potentiellement une partie online qui va être assez importante, et donc cette partie online, c'est toujours pratique de pouvoir la lancer un petit peu n'importe quand, et ça vous permet aussi de laisser un jeu dans votre PS5 et de pouvoir alterner comme ça entre deux jeux si vous souhaitez un petit peu vous changer les idées. Dr Jopa, je l'ai vu à 44,99€. Splatoon sur ses discounts, c'est quand même un très bon prix, hein. C'est quand même un très très bon prix. Rappelons-le, donc il est à 50€ en démat, donc voilà, 5€ moins cher que la version démat. Et en plus de ça, vous avez une belle édition physique où tout est sur la cartouche. 70€ pour Switch Sport Resort au lieu de 49,99€ ailleurs et 80€ pour Fire Emblem. Alors oui, alors sache du coup que Mathis, que on a en fait les ouvertures de préco qui ont été faites du côté de la Fnac, mais on n'a pas encore les prix ajustés, si je puis dire. Donc on a toujours du côté de la Fnac un premier lancement et puis on a un ajustement de prix. Et là en fait l'ajustement de prix n'a pas encore été fait. Donc voilà, sache que ça va bientôt arriver. On peut regarder ensemble si tu veux, mais voilà, ça m'étonnerait pas que ce soit bientôt mis à jour. Donc voilà. Bifun, c'est un jeu, quand tu es réellement fan, tu ne le revends pas de toute façon. Oui, c'est vrai que c'est un jeu, je sais pas s'il était énormément, enfin en tout cas je sais pas si GTA 5 faisait partie de ces jeux qui étaient dispo en occasion à foison. J'ai des doutes, donc voilà, surtout qu'en plus GTA 5 là vous pouvez le trouver à 10 balles en neuf, j'ai encore vu ce matin, donc le marché de l'occasion de ce côté-là, il est un peu mort quoi. Final Fantasy Résonance 46,99 à Auchan, Arnaud, ça c'est un très bon prix. On en reparlera de ce Final Fantasy Résonance parce que je sais pas vous, mais moi il me fait bien envie. Plus j'en vois, plus j'en ai envie. Quentin, le problème de GTA 6, c'est aider l'industrie à passer en full démat uniquement, mais aussi le fait de faire grandir des prix de jeu parce que oui, la version complète est à 100€ et ça tend à aller en ce sens au vu de la parole du CEO qui disait clairement que le jeu coûterait d'un air nonchalant et méprisant aussi. Perso, pas fan de Rockstar et son move alors qu'ils étaient plus qu'éthiques quand même. Ouais, c'est aussi un des soucis, hein. Alors après, tu vois, il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est... Oui, Rockstar peut se permettre de sortir le jeu en code in a box parce qu'il y a énormément de joueurs qui veulent se lancer dans l'aventure et qu'il y aura probablement peu de personnes qui vont ne pas le prendre à cause de ça.
Maintenant, tu vois, s'il y a un plus petit éditeur qui se dit, moi non, j'ai pas envie de lancer le jeu en version CD, je vais juste faire un code in a box, je pense que là, ça risque d'être un peu plus compliqué et qu'ils vont potentiellement perdre des ventes et que quand tu es à ce niveau-là, quand tu n'es pas justement au niveau de Rockstar, t'as peut-être pas envie de perdre des ventes juste pour ça. Donc on verra de ce côté-là. Dr Jopa, GTA 6, pas intéressé du tout. La licence ne m'a jamais attiré. Je serais sur Zelda OT que je découvrirais pour la première fois. Bah écoute, oui, hein, on en avait discuté lors du dernier live, mais il y a de fortes chances que Zelda Ocarina of Time remake sorte aux alentours du mois de novembre ou décembre. En tout cas, pas très loin de la sortie de GTA 6. Je vous avais donné mon avis hein, de ce côté-là. Je pense que le Zelda était prévu bien avant que GTA 6 soit repoussé. Et donc Nintendo se retrouve un petit peu en face à face avec GTA 6. Je pense pas que ce soit un choix délibéré de leur part. Mais donc voilà, c'est peut-être un peu ce qui explique que la communication autour de Zelda Ocarina of Time est un peu plus compliquée. Dans le sens où on voit qu'ils essayent de laisser un peu plus de suspense. Est-ce qu'ils n'attendraient pas un peu que Rockstar se calme au niveau de la communication pour surenchérir et être un peu les derniers à balancer la sauce du côté d'Ocarina of Time? Bah écoutez les amis, on en rediscutera de toute façon. Comme je vous l'avais dit, moi je m'attends à ce qu'on ait des nouvelles courant du mois d'août ou du mois de septembre. Fable 54,99€ chez Auchan, ouais c'est vraiment des bons prix. Branchez-vous Auchan, c'est vraiment pas cher. Ouais malheureusement Auchan tu vois il livre pas en Belgique. Donc moi je suis branché Fnac, FR et Cdiscount. De ce côté-là, c'est un peu les deux seuls qui livrent du côté de la Belgique. Mais oui, si vous habitez en France, clairement, Auchan est quand même pas mal au niveau des prix. Donc, rarement en revente comparé à FIFA ou Call of, tu me dis, Biffen, ouais. Dr Jopa, mon jeu le plus attendu sur le reste de l'année, c'est Fire Emblem Fortune Weaves. Et l'autre jeu que j'attends énormément, je pense que je suis un des seuls à l'attendre, c'est The Eternal Life of Goldman. Bah écoute, je vois pas du tout ce que c'est. N'hésite pas à m'envoyer un petit MP sur Twitter si tu veux me partager des images du jeu. Arnaud, c'est toi Deal Labs. Ah. Oui, j'avoue que Arnaud, tu as l'air bien d'être bien au courant des prix, donc peut-être que c'est toi qui te cache derrière le compte Deal Labs. Après, on rigole, mais il peut sortir le 19 novembre, c'est un jeudi. Oui, alors Nintendo pour moi est tout à fait capable de le sortir quelques jours, quelques semaines avant ou après GTA 6. Après, contrairement à ce que plein de gens pensent, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée que ça, pardon, de sortir Zelda Ocarina of Time le jour de la sortie de GTA 6. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais on en reparlera si vous voulez plus tard. Et pendant ce temps-là, Oblivion qui sera complet sur cartouche sur Switch 2, oui, c'est une super nouvelle. On a eu cette info qui est tombée cet après-midi. Tac, voilà, je cherchais ça. Hello Xafou, ça fait trop plaisir, merci de nous rejoindre. Arnaud, fin d'année avec GTA 6, Zelda OT, FF7 Résonance et The Witchbrook. Me faut un congé sabbatique, ouais à fond. Alors Witchbrook, moi il me tente blindé. Le seul petit souci, c'est qu'il a déjà été reporté plusieurs fois et qu'en fait on n'a absolument pas de nouvelles depuis très longtemps. Je vais vous mettre des images de Witchbrook. C'est un jeu dans le style un peu pixel art où vous allez en fait gérer une chocolaterie. Et donc, ouais, la DA est juste trop belle. Trop trop belle. Mathis ou la semaine d'après pour OT? Oui. La semaine d'après, la semaine d'avant. Ça me semble tout à fait possible. Tu peux taper sur Google Eternal of Life. C'est un jeu de plateforme indé inspiré de la bande Abiscou. Il y a une démo et elle est exceptionnelle. Ah bah écoute, je savais pas du tout. Eternal Life. On va vite regarder ça. Puis après, on va repasser sur GTA 6. C'est sûr. Est-ce qu'il va pouvoir arriver sur Switch 2 ou pas? Mais ça me dit quelque chose ce nom, je t'avoue. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Alors, est-ce qu'on a des images? Ah ouais, sympa. Ah ouais. Attends, est-ce qu'il y a une démo Jopa, est-ce qu'il y a une démo sur Switch? Parce que si oui, je suis complètement passé à côté. Hein. Ça a l'air complètement dingue. Ça a l'air complètement dingue ce truc, mais je pense pas que ça sorte sur Switch parce que j'ai absolument rien vu de ce côté-là. Mais j'espère que je me trompe. Hein. Ah si, ça sort sur Switch.
ça sort sur Switch. Mathis, je suis curieux de savoir quel jeu ils nous ont prévu pour décembre. Bah oui, moi aussi, chocolaterie, c'est pas Anton Chocolatier. Ah non, pardon, oui. Witchbrook, je confonds avec Anton Chocolatier. Oui, sorry. Witchbrook, c'est une école de magie. Qu'est-ce que je raconte? Dernière news des devs le 19 juin, toujours prévu pour 2026. Ok, top. En plus, sortira en physique, tu me dis Dr. Japs. Ah ouais, pour l'instant, non, la démo est que sur Steam. Ok, mais il sort quand même sur Switch. Si il sort sur Switch, lui, Oxafu. Mais écoute, c'est une dinguerie, ça, j'avais pas du tout vu, moi. Waouh. J'adore la DA. J'adore. Hello Dergzine, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre, ça fait super plaisir. Installe-toi confortablement, on va repasser sur le sujet de GTA 6. On dirait une DA à Hollow Knight. Bah oui, écoute, on dirait un peu une DA à la Hollow Knight, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a quand même une originalité qui fait qu'il arrive quand même à se démarquer d'un autre jeu indé qu'on aurait pu voir ces dernières années. Il y a une démo aussi sur PS5. Bah écoute, je me laisserai peut-être bien tenter. Merci en tout cas, Jopa, pour ça. Je vais liker la vidéo, comme ça je m'en rappelle. Alors donc du coup, on va revenir sur le sujet de GTA 6, les amis. Puisque ce que je voulais un peu... le sujet sur lequel je voulais revenir avec vous en live, c'est est-ce que GTA 6 pourrait arriver sur Switch 2 ? Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que notre ami Nash Weedle, hein, donc, qui est un leaker avec un taux, on va dire, qui n'est pas un taux aussi proche, un track record, comme on dit, qui n'est pas aussi proche que Nate The8 ou Pioro ou peu importe. Mais Nash Weedle, c'est un espagnol que je suis beaucoup et qui a vu juste sur beaucoup de sujets, qui parfois s'est un petit peu trompé. Malheureusement, les fois où il s'est trompé, ça a été fatalement, comme à chaque fois, hyper relayé. Et donc on va dire que Nash n'a pas hyper bonne presse, alors que croyez-moi, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Un jour on se fera un live Twitch là-dessus, où on essaiera de retrouver un petit peu toutes les fois où Nash a eu raison. Et croyez-moi, j'avais déjà commencé à faire un petit inventaire, et ça se comptait en dizaines et dizaines de fois. Bref, tout ça pour vous dire que Nash Weedle, donc tout début février, le 4 février, nous avait mentionné le fait que le développement de Borderlands 4 sur Switch 2 avait été mis en pause, tout simplement parce que Take-Two était en train de prioriser un développement de GTA 6 sur la Switch 2. Et qu'ils avaient donc en fait envie de voir un petit peu comment est-ce que le jeu allait tourner sur Switch 2, mais surtout, ils avaient envie de le sortir pas trop loin de la version PS5 et Xbox Series. Donc, on dit pas trop loin, on imagine un 2027, peut-être courant début 2027, ou en tout cas potentiellement proche de la sortie PC. Et Nate The8, qui avait été questionné sur ce sujet, avait dit ça ne correspond pas à ce que j'ai entendu concernant la raison pour laquelle Borderlands 4 avait été mis en pause. Et donc à ce moment-là, je vous avais dit, écoutez, voilà, on verra, on en reparlera, mais pour le moment, ce n'est qu'une rumeur, et donc avoir un petit peu de ce côté-là. Alors comme tu dis, Mathis, il avait vu juste sur le Nintendo Direct de juin, tout à fait, il avait vu, il a eu la date du Nintendo Direct à l'avance, et je vous avoue qu'elle me l'avait été aussi communiquée, et voilà. Donc je peux vous confirmer qu'il avait bien la date à l'avance. Docteur Jopa, je dois y aller, on m'appelle pour manger, et après on repart à la recherche de notre chat. Courage à toi, merci beaucoup d'être passé, et je te tiendrai au courant de ce que j'en ai pensé de la démo du jeu que dont tu nous as parlé. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu quelques semaines, mois après ? On a eu donc le 7 mai un nouveau post de Nash Weedle qui nous a dit qu'il avait bien entendu confirmation par ses sources que GTA 6 était prévu sur Switch 2. Il estime aussi, Nash, qu'il était impossible que le jeu sorte le même jour que sur PS5 et Xbox Series X, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu juste avant. Et d'un autre côté, il dit qu'il y a d'autres sources qui lui avaient confirmé que le jeu pourrait arriver plus tôt que prévu et que Rockstar ferait actuellement pression pour qu'il soit disponible Day One sur Switch 2. Alors, je pense que le Day One sur Switch 2, on peut le mettre de côté, hein, comme je vous dis, le tweet date du 7 mai. Mais quoi qu'il en soit, on a potentiellement un Rockstar qui serait très envieux de le sortir assez proche donc du mois de novembre 2025, puisque c'est la date
de sortie sur PS5. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un troisième tweet de Nash Riddle qui est cette fois-ci un tweet très récent puisqu'il est sorti il y a 4 jours. Et Nash Riddle nous donne donc des news du côté du portage de GTA 6 sur Switch 2 et il nous dit qu'il est toujours bien prévu et qu'il avance très bien. Alors, il nous mentionne le fait que des obstacles techniques ont été surmontés, donc on suppose en effet que porter GTA 6 sur Switch 2, ça a quand même dû demander des efforts de la part donc, de Rockstar, puisque bien qu'on n'ait pas encore vu d'image de gameplay de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, on se doute quand même, au vu des différents trailers qu'on a vus, que le jeu va être magnifique, que le jeu va avoir une quantité astronomique d'éléments à l'écran, que les animations vont être top, qu'il y aura plein d'environnements visitables, etc. Et donc tout ça, ce sont potentiellement ce que Nash entend par des obstacles techniques. C'est essayer de faire rentrer un giga open world sur une toute petite machine qui consomme pas grand chose, qui certes a du DLSS, mais qui de base n'est pas une console hyper puissante, ou en tout cas pas autant qu'une PS5. Dergzin, s'il sort sur Switch 2, Conny the Box ou Game Keycard. Ah oui, c'est sûr et certain. Et j'espère Game Keycard, mais je pense, vu ce qu'on a vu ici, que ce sera un Code in a Box. Mathis, d'ailleurs, tu dis Code in a Box, je pense. Oui, en vrai, si il sort vraiment sur Switch 2, la console est forte. Oui, je pense que s'il arrive à sortir sur Switch 2, ça enverra un message extrêmement fort à l'industrie, qui sera de dire, si nous, on a réussi à faire tourner GTA 6 sur Switch 2, vous n'avez aucune excuse pour ne pas sortir votre jeu sur Switch 2. Donc, ce serait une excellente nouvelle pour Nintendo, clairement. Et donc, le deuxième point que Nash Riddle apporte, c'est des spécialistes des portages sur Switch 2 ont été recrutés via sous-traitance. Et donc, ça, c'est aussi un point hyper intéressant, c'est que visiblement, il y a quelques mois, Rockstar a dû commencer à se dire, tiens, est-ce qu'on mettrait pas GTA 6 sur Switch 2 ? Ils ont commencé sans doute à tester un petit peu, de voir ce qu'il était possible de faire. Ils ont visiblement rencontré des obstacles techniques, ils ont réussi à les surmonter, et visiblement, de ce qu'on comprend de ce tweet, ça serait grâce à l'expertise d'une sous-traitance, donc probablement un studio qui connaît bien l'architecture de la Switch / Switch 2, et donc qui a pu et qui peut potentiellement en ce moment aider Rockstar, soit en partie, soit totalement, à porter le jeu sur Switch 2. Et le troisième point, bien évidemment, ça on commence à s'en douter, le jeu n'arrivera pas cette année sur Switch 2. Et donc le jeu arrivera probablement en 2027 ou en 2028. Mais voilà, je pense que ça laisse un petit peu de possibilité du côté de Rockstar de prendre également son temps pour réussir à faire un portage qui tient la route. Rappelons-le quand même, Cyberpunk 2077 tourne sur Switch 2. Donc ça envoie aussi un message fort à Rockstar. C'est de dire Cyberpunk 2077 qui a été longtemps vendu, marketé, considéré comme étant un concurrent direct à GTA, eux ils ont réussi à le mettre sur Switch 2. Donc pourquoi est-ce que GTA 6 n'arriverait pas ? Alors certes il y aura des concessions, certes le jeu sera en 30 fps, 1080 en docké et sans doute 720 en portable, certes il y aura sans doute beaucoup moins de PNJ dans les rues, certes il y aura sans doute beaucoup moins d'éléments à l'écran, beaucoup moins de ray tracing, etc. Mais ce qui est important c'est est-ce que le jeu va tourner ou pas ? Et si le jeu tourne sur Switch 2 de manière convenable, croyez-moi, ça va faire un buzz mais monumental. Combien de personnes vont se dire mais attends, je vais l'acheter sur Switch 2, je peux y jouer partout sans connexion internet. Enfin c'est une folie. Donc, et puis comme je vous l'ai dit, ça envoie un beau message à l'industrie. Donc je pense que ce serait une très très bonne nouvelle si ça pouvait arriver. Et personnellement j'y crois beaucoup. Mathis, surtout que la console est récente, donc il y aura des concessions. Oui, car elle vient d'arriver dans le marché. C'est ça, Arnaud. Red Dead Redemption 2 sur PS5 en 2027. Oui, donc de ce que Nate a dit il y a quelques jours en réponse à une question qui a été faite dans un tweet, visiblement, Red Dead 2 version PS5, on va dire, est terminé, est finalisé depuis déjà longtemps. Et Rockstar le gardait de côté au cas où il devait à nouveau reporter GTA 6.
Et ce qui s'est passé, c'est que visiblement GTA 6 ne sera pas reporté, et donc Rockstar se garde cette cartouche pour plus tard, et donc probablement 2027, je pense fin 2027, c'est potentiellement un bon moment. J'étais parti, j'ai un petit souci avec le shop de la Switch, impossible d'acheter, ils ont restreint ma carte. What? Aureliane, bah écoute, contacte peut-être ta banque, non? Enfin, ou c'est peut-être ta banque qui l'a restreint, mais parfois ils font ça quand ils ont une suspicion d'une transaction frauduleuse. Donc vérifie bien qu'on t'ait rien pris et que tout soit réglé de ce côté-là. Mathis, pour ceux qui ont joué à Pikmin, vous me conseillez? Oui, franchement, je te conseille. Et pour te dire, moi j'ai commencé avec le 4 et ça m'a posé aucun souci et j'ai adoré le 4. Donc voilà. Après, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une version Switch 2 qui arriverait bientôt. Donc si t'es pas trop pressé, attends un petit peu. C'est mignon comme tous les Pikmin, ouais, à fond. Mathis Carcinate a bon sur le Pikmin 4 Definitive Edition, j'achèterai. Ah ben voilà. Bah écoute, attends encore un petit peu. Je pense que s'il doit y avoir une Definitive Edition, on en entendra parler d'ici quelques mois. Mais oui, clairement, c'est un jeu qui tourne à 30 FPS sur Switch, si je me rappelle bien. Et donc, si tu peux avoir une version Switch 2 en 60 FPS avec potentiellement un DLC, etc., ça serait une bonne nouvelle et tu pourrais profiter du jeu dans les meilleures conditions. Tu me dis, ce sera pour août? Oui, potentiellement, c'est une annonce qui peut être faite, tu sais, un peu en last minute via Nintendo Today. Et donc, on peut retrouver potentiellement euh, Pikmin de ce côté-là. Donc, en tout cas, avec une sortie un peu en mode Shadow Drop, quoi. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez du côté de GTA 6. Est-ce que vous imaginez potentiellement une sortie sur Switch 2? Moi, comme je vous l'ai dit, j'y crois. J'y crois parce que je pense que la Switch 2 est capable de faire tourner des très gros jeux. On l'a vu récemment. Comme je vous l'ai dit, hein, Cyberpunk 2077, Resident Evil Requiem, Pragmata, il y a Onimusha qui va arriver, il y a Stellar Blade qui va arriver. Alors, certes, ce ne sont pas tous des open world. On sait que les open world, c'est un gros défi de réussir à les faire tourner sur une Switch. Mais personnellement, j'y crois. Et je pense qu'en tout cas, ça vaut la peine de tester de leur côté pour voir si c'est possible ou pas. Et comme tu dis, Oxafou, le portage de Requiem tourne comme un charme. Oui, et il tourne en 40 FPS. Franchement, c'est assez balèze. Je vais un petit peu aérer parce qu'il commence à faire chaud dans la pièce. Bifun, non, pas de sortie sur Switch 2 avant une Switch 2 Pro avec un nouveau processeur. Le processeur actuel ne font pas le poids par rapport avec ce que Rockstar va proposer du jeu. Bah écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense vraiment qu'avec le DLSS, il y a moyen de faire rentrer GTA 6 sur la Switch 2 avec des concessions. Et quand je dis avec des concessions, c'est peut-être avec des énormes concessions. Donc le jeu tournera sans doute en 30 FPS stable avec un 1080-720, mais il y aura sans doute des énormes concessions du côté des textures, du côté du nombre de PNJ, mais peu importe, le message envoyé aux joueurs et aux joueuses, ce sera GTA 6 sort sur Switch 2. Vous pouvez vous faire l'intégralité de l'aventure sur Switch 2. Et c'est ça qui compte. Nintendo a tout intérêt à ce que le jeu sorte sur Switch 2 et Rockstar a tout intérêt à le sortir sur Switch 2 puisque les gens vont potentiellement leur acheter une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Une Switch 2 Pro, faut arrêter avec ça. Ouais, ça me semble un peu tôt quand même hein, de ce côté-là. DLSS touche uniquement le GPU et non le CPU. Il n'y a rien à ce jour qui touche au CPU niveau là. Il y a malheureusement. Bah regarde Cyberpunk. Cyberpunk, les développeurs avaient dit que le portage avait été possible grâce au DLSS. Hein. Et vraiment, entre nous, le portage de Cyberpunk, il tient vraiment la route. Hein. 40 FPS en nomade, 30 en docké. Franchement, moi pour y avoir joué plusieurs heures, je trouve le portage hyper réussi. Vraiment. Et Day One, dès la sortie, dites-vous que CD Projekt, ils ont eu les kits de développement et qu'ils ont réussi à faire ce portage en quelques semaines uniquement. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très propre. Mathis, une Switch 2 Lite, pourquoi pas peut-être, avec l'augmentation des prix, elle sera plus abordable. Oui,
je pense. Puis vous avez vu, hein, je sais pas si vous avez vu cette info que j'ai tweeté hier soir. Il y a un nouveau modèle d'écran qui a été repéré sur les internets via un site de revente chinois. Donc c'est une nouvelle dalle LCD qui fait la même taille que l'ancienne, qui est produite par Sharp cette fois-ci. Et la petite particularité, c'est que le circuit, le connecteur, enfin tous les câbles, etc. autour de l'écran ont été totalement repositionnés à des endroits différents. Et donc, ça soulève un petit peu la question de est-ce qu'une Switch Lite sera en préparation? Est-ce que ce serait par rapport au modèle européen dont on a entendu les rumeurs et dont ça a été confirmé à demi-mot par Nintendo sur le fait qu'on aurait un nouveau modèle avec une batterie amovible qui serait proposée incessamment sous peu? Ou est-ce que c'est une nouvelle version de la Switch 2, comme on avait eu un petit peu, rappelez-vous, hein, pour la Switch 1, une nouvelle version, vous savez, qui est remplacée dans les rayons, mais pour lesquelles c'est assez difficile de la différencier de l'ancienne, et pour lequel on aurait plus cet effet un peu ghosting sur l'écran. Écoutez, on verra. La Switch Lite, en tout cas pour cette fuite-là, ça m'étonnerait, puisque l'écran fait exactement la même taille que l'écran actuel, donc j'ai des doutes de ce côté-là. Je pense plutôt qu'on se situe vers un modèle européen ou vers une nouvelle version de la Switch 2 qui pourrait corriger ces différents soucis. Mais voilà, la Switch 2 Lite, je pense qu'elle va arriver incessamment sous peu. Maintenant, quand? Ça, c'est la grande question. On pourrait un petit peu imaginer qu'elle puisse sortir éventuellement fin 2027 ou début 2028. Je pense qu'entre 2 à 3 ans après la sortie de la Switch classique, ça me semble être la bonne tape. Une Switch Lite, oui, donc ça, Cyberpunk Biffon, ça date de l'époque PS4 et le niveau de différence entre GTA 6 et lui va être énorme. Il n'y a pas RDR2 pardon, actuellement sur Switch 2. Oui, mais ça, comme j'ai dit juste avant, d'après Nate the 8, le fait que Red Dead 2 ne soit pas sorti sur Switch 2, PS5 et Series, c'est parce que Rockstar attend de sortir le jeu au bon moment. Ils l'ont gardé en se disant si on reporte GTA 6, on l'a de côté pour le sortir en novembre, mais là visiblement ils le gardent de côté et c'est sûr et certain qu'il sortira sur Switch 2. Le fait que Cyberpunk date de l'époque PS4, oui, mais si tu compares Cyberpunk Switch 2 versus PS5, PS4, tu vois que la version se rapproche beaucoup plus de la version PS5 de base. Arnaud, tu nous dis version européenne pour la Switch. Oui, je pense que c'est ça. Mathis, mais si c'est une collector Ocarina of Time, Aonuma nous présentera la console peut-être. Oui, sans doute. Maintenant, je pense que cet écran-là n'est probablement pas l'écran qu'on retrouvera dans la version Ocarina of Time. À voir, mais en tout cas, une édition collector de la Switch 2, j'y crois et j'espère vraiment. Étant donné que j'avais déjà celle de TOTK sur la Switch 1, j'espère vraiment. Mais oui, c'est une version européenne, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Hugo dit j'achète une Switch 2 en Suisse. Attends, j'ai dit ça? Je comprends pas. Biffen actuellement, ça tourne si tu regardes. Oui, Cyberpunk sur PS4. Ouais, ça tourne, mais dans quelles conditions? Ah oui, l'accent belge, Switch, Suisse. Ok, ok. Donc voilà, ça c'était la petite news qui est sortie. Et puis on peut aussi revenir, avant que je vous donne mon avis sur Star Fox et sur Elliot, on peut aussi revenir sur ce gros leak. Oula, attendez. Hop. Cette rumeur qui est sortie. Alors, c'est assez drôle, puisque je vais vous expliquer un peu les backstage de ce tweet. Donc globalement, d'abord je vous explique le tweet, puis après je vous explique les backstage. Donc ce tweet, qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne qu'un remake ou un remaster de Zelda Twilight Princess serait en préparation pour Switch 2. Ça vient à nouveau de Nash Whittle, et Nash Whittle nous dit jusqu'à présent, Twilight Princess, j'avais rien entendu à ce sujet-là, mais il semblerait qu'il ait entendu qu'une nouvelle version puisse arriver à un moment donné. Ensuite, il ajoute, j'avais déjà commenté il y a quelques temps que je n'attendais ni Wind Waker ni Twilight Princess s'ils ne pouvaient pas y incorporer quelque chose de plus. Et maintenant, avec la Switch 2,
C'est possible. Pour Twilight Princess, des rumeurs fortes me sont bien parvenues, mais pour Wind Waker, il semble qu'il soit resté dans les limbes. Alors Mathis nous dit mais c'est possible même si on espère Majora's Mask. Oui, je pense que là le Twilight Princess ce sera plus un remaster qu'un remake. Aurélien, tu nous dis ouais j'espère que c'est un remake. Alors, c'est la question que je pose après. Quand pensez-vous qu'il puisse sortir? Est-ce que ce serait 2028, 2029, 2027? De quoi patienter avant le prochain grand Zelda? Il y a des rumeurs aussi pour un Zelda 2D en 2027. Donc moi je pencherais plus pour une sortie en 2028 et potentiellement le prochain grand Zelda en 2029 voire 2030. Il faut savoir que le prochain grand Zelda 3D, ça va être une toute nouvelle formule qui va redémarrer de zéro. Et donc probablement que ça va leur prendre beaucoup de temps. Mais donc voilà un petit peu ce que Nash nous donne comme info sur Twilight Princess. Perso, je suis très content parce que c'est vrai que là actuellement, si vous voulez jouer à Twilight Princess, bah, il faut ressortir la Wii U. Si vous voulez jouer à la version HD, ou il faut ressortir la Wii. Le problème, c'est que la Wii U, bah, il y a quand même beaucoup de joueurs qui s'en sont débarrassés. Donc en fait, Twilight Princess, déjà en plus pour le retrouver en occasion à un bon prix sur Wii U, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour y jouer, c'est pas hyper pratique. Donc moi, s'ils pouvaient le ressortir sur Switch / Switch 2, je serais hyper content. Maintenant, je m'attends pas spécialement à un énorme remake. Je m'attends plus à un remaster qu'à un remake. Matisse, après, s'ils font comme on a vu pour OOT, c'est de l'eau bénite. Ouais, j'espère un remake, tu me dis Oxafu, parce que TPHD, c'est vraiment un portage fainéant. Oui, c'est un portage fainéant, et donc tu vois, quand je parle d'un remaster sur Switch 2, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais tu vois, par exemple, enfin, en fait, c'est un débat compliqué, mais je pense qu'Ocarina of Time, par remake, on aura, tu sais, une refonte du gameplay, une refonte visuelle, des décors qui sont élargis, une musique réorchestrée. Ici, je pense qu'on pourrait se situer peut-être un petit peu plus vers ce qu'on a eu au niveau de Metroid Prime Remastered, c'est-à-dire un jeu qui est vendu comme étant un remaster, mais qui est en fait une refonte totale de la partie visuelle, mais uniquement de la partie visuelle. Donc les musiques restent inchangées, le gameplay reste inchangé, les cinématiques, l'histoire, tout ça, ça reste, mais le doublage, mais on refait quand même un jeu qui est au goût du jour avec des graphismes revus. Mais j'espère que ce sera plus ambitieux que ce qui a été fait du côté du portage de Twilight Princess HD. Euh, Auréliane, je suis une femme, voyons. Ok. Ils n'étaient pas sur une allure, un nouveau jeu, puis un remake. Derxin, oui, mais en fait, le problème, je pense qu'on se rend pas compte à quel point les jeux sur Switch 2 demandent beaucoup plus de développement. Et donc, Nintendo se retrouve un peu dans une situation où ils se disent aïe, ça nous prend du temps. Et donc, il va falloir qu'on remplisse de jeux, puisque le délai entre deux grands Mario 3D, entre deux grands Zelda 3D, ce délai ne cesse d'augmenter. Donc ils sont obligés de rajouter des jeux, et donc clairement un remaster remake c'est le meilleur moyen de le faire. Salut Jask, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Aureliane, oui après, moi tout ce qui est Zelda je prends à leur bon, mais j'espère la prochaine fois un remake Minish Cap. Ouais, j'aimerais trop. Mathis, personnellement, j'attends Animal Crossing GameCube, mon jeu cher à mon cœur. Et ouais, ça serait cool, hein. En parlant de TPHD Oxafu, je ne peux pas m'empêcher de voir l'édition collector derrière toi. Belle pièce, je vais la chercher. Attends, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop. Ouais, en effet. Très belle pièce. Et figure-toi que je l'avais chopé à la Pixel Days il y a 2 ans. Et alors, je n'ai plus le prix, mais je pense que je l'avais payé genre 90 euros. Je sais pas combien elle vaut actuellement, mais je pense qu'on est beaucoup plus sur un 160, 180 euros. Mathis, après, ils ont augmenté leur budget sur la recherche. Oui. Aureliana. Ok, Aureliana. Je retiens. Sorry, j'avais pas vu le A juste après. Aureliana. Et donc là, vous aviez un petit amiibo qui est en parfait état de Link en mode loup.
Et il y avait aussi l'OST qui est encore sous blister. Et également le jeu sous blister aussi. Donc comme je vous dis, hein, tout ça pour 90€, c'était quand même une belle affaire. Donc je l'ai pris sans hésiter. Hop. Et donc en fait j'ai une deuxième version si vous voulez de Twilight Princess. Ce qui me permet de laisser celui-là sous blister. Oxafu, il me semblait bien t'avoir aperçu à la Pixel Days. Ah bah oui, écoute, c'est tout à fait possible. Alors moi je sais pas trop à quoi tu ressembles du coup, mais c'est possible qu'on se soit croisés. Là-bas. Arnaud, je dois y aller, à bientôt. Bah écoute, un tout grand merci Arnaud d'avoir été là pour ce live. Je te souhaite une bonne soirée et j'espère à bientôt. Aureliana, tu vas à la Paris Games Week. Cette année, oui, j'aimerais bien aller à la Paris Games Week. J'aimerais bien y aller. Et dites-moi d'ailleurs si vous y allez. Le seul petit problème, entre guillemets, c'est que moi je préfère y aller en semaine parce que c'est vrai que le week-end, il y a beaucoup de monde. Et donc du coup, ça veut dire que je dois poser congé et voilà. Il me reste pas beaucoup de jours de congé. Mais j'y étais allé l'année passée, c'était très chouette la Paris Games Week. Et figurez-vous que cette année, je regrette de ne pas avoir pris congé pour aller au Tokyo Game Show, puisqu'il y a 2 jeux qui seront testables en avant-première, c'est Splatoon Raider justement et Nintendo Switch Sport Resort. Oxafu, tu dis aujourd'hui 90€, c'est juste le prix du jeu. Oui, donc c'est ça que je suis très étonné il y a 2 ans de l'avoir trouvé à 90 et je t'avoue que j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai tout de suite pris et voilà. Mathis, tu veux tellement aller à la Paris Games Week? Bah écoute, on peut s'y retrouver hein, si t'as envie. J'hésite à aller à la Japan Expo pour le stand Nintendo. Alors je sais pas si tu viens de Paris ou si t'es pas trop loin. Et moi j'aurais tendance à dire si t'es pas très loin et que t'as la possibilité d'y aller, franchement vas-y. Vas-y juste pour l'ambiance, pour aller voir le stand, tester 2-3 jeux. C'est quand même une belle opportunité. Moi, voilà, j'habite à 3h30 de Paris, donc c'est faisable, mais ça me demande quand même pas mal d'énergie. Et comme je vous l'ai dit, c'est malheureusement un congé que je dois poser et il m'en reste pas beaucoup, donc voilà. Est-ce que Oxafu, tu me dis, t'as aussi le Wind Waker dans ce format? Non, mais alors celui-là, si je l'avais trouvé à 90€, j'aurais fait l'affaire du siècle. Parce que si je me rappelle bien, il est en train de coter, mais sévère. On va regarder, mais. Wind Waker. Édition collector. Wind Waker HD, bien sûr. Ouais, là, on est plus sur du 300, 500, 260. Enfin, voilà. On est vraiment sur un autre level. Aureliana, obligé d'y aller le week-end, j'y vais avec un ami, mais il travaille en semaine. Ouais, c'est ça, je comprends. Bah écoute, ça peut le faire pour moi cette année d'aller aussi le week-end. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce qui va se passer, puisque comme je te dis, j'ai plus beaucoup de jours de congé, donc je risque probablement de préférer y aller un week-end que de pas y aller du tout. J'y vais cette année, tu me dis justement, il y aura certainement un FF7 partie 3. Oh, ça serait dingue. Ça serait complètement dingue. Mathis, tu me dis, t'es à 1h20 de Paris. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente. Par contre, juste un conseil, prenez vos réservations maintenant, sinon les prix augmentent et c'est trop cher. Tu veux dire pour la Paris Games Week, Aureliana? Parce que j'ai l'impression que l'année passée, ça n'avait pas spécialement augmenté de prix. Bon, écoutez. En tout cas, pour clore le sujet du petit tweet que j'avais fait sur Twilight Princess, c'est assez drôle de vous expliquer les backstage. Donc le tweet, je l'ai écrit sur base d'un podcast qui est sorti de notre ami donc Nash Weedle, comme je vous avais dit, qui s'appelle Partida Zero. Alors, si je me rappelle bien, le Partida Zero de Nash était sorti il y a déjà quelques jours. Il est sorti il y a 13 jours. Et ben vous le voyez, hein, je m'étais même arrêté juste au moment où il parle de Twilight Princess.
Et à l'époque, je l'avais lu. Je l'avais vu, par contre, la vidéo. Et je m'étais dit, ok, il y a moyen de faire un tweet sur Twilight Princess. Je le mets de côté. Je me le garde dans un coin de la tête. Et je vois un petit peu si mes confrères, sites internet, etc. vont en parler avant moi. Et je me suis dit, s'ils en parlent avant moi, mon tweet était déjà prêt, pardon. Et donc je peux le balancer dans la foulée directement. Et donc j'ai attendu. Et comme vous le voyez, j'ai attendu 13 jours. Et puis lundi, je me suis dit, allez, je vais quand même le publier. Euh, voilà, ce serait dommage de ne pas en faire profiter à ma communauté et au reste sur Twitter. Et puis étrangement, quelques minutes après, voire quelques heures, là, il y a eu des articles de journaux de partout. Hein. De partout, Nintendo News, Nintendo Heroes, enfin bref, il y a eu des articles de partout, des vidéos YouTube qui ont popé. Donc voilà, juste drôle de me dire qu'un exercice qui visiblement, enfin que moi je trouve pas être trop compliqué, qui est juste en fait d'être au courant de quand un podcast sort, de l'écouter. Alors oui, ça demande un effort parce que le podcast est en espagnol, avec les sous-titres, il y a moyen de se débrouiller, et d'en faire un petit tweet, au final, visiblement, c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà. Donc voilà, écoutez, je suis très content de pouvoir d'avoir pu parler de ça avec vous, puisque c'est vrai que on est quand même grand fan de la licence Zelda et qu'en ce moment tout le monde parle de Zelda Ocarina of Time, mais que bien évidemment il y a encore d'autres jeux qui vont arriver par la suite. Et donc du coup on a hâte de voir un petit peu ce que Nintendo nous réserve. Alors donc tu dis Aureliana, oui même quand tu vas à la Japan Expo les prix des trains fixés. Ah oui 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 au niveau des transports, ok je vois ce que tu veux dire. Oui oui tout à fait. Il vaut mieux prendre à l'avance, ça t'as tout à fait raison. Euh, je comprends tout à fait. Je pensais que tu parlais des prix en eux-mêmes et je me souvenais pas que les prix des places augmentaient allez, quelques jours ou quelques semaines avant. Oxafou, est-ce que c'est frustrant de voir les gens prendre ton boulot pour faire leur beurre? Alors, moi je pars sur un principe que il n'y a aucun problème à reprendre une info que j'ai lancée là, en tout cas pour lequel j'étais le premier. Il y a plusieurs règles à respecter entre guillemets. Déjà, si tu reprends mon image sans me mentionner, ça je trouve pas ça très correct parce que, alors oui, les gens pourront dire ton image ça t'a pris 2 secondes à la faire. Oui, sur Canva ça m'a pris 5 minutes. Clairement, je vais pas vous mentir. Mais je l'ai fait. Et donc voilà. En tout cas, moi quand je reprends l'image d'un de mes confrères, ce qui est assez rare, mais quand je le fais, je le mentionne toujours. Pour moi, c'est la base. Ensuite, est-ce que c'est frustrant de voir des gens reprendre ton boulot si le retravail derrière, tu vois, s'il y a un article de journal qui rajoute des infos ou qui prend un autre angle de vue, ça me dérange pas du tout. Par contre, et je suis tombé sur des gens qui ont littéralement copié-collé mon tweet, là je trouve ça dommage, oui. Alors mentionnez-moi et soyez honnête. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais toujours, c'est mentionner mes sources. Ici, par exemple, j'avais l'édition physique de Oblivion se précise. L'info est tombée quelques minutes avant que Bethesda prenne la parole. Et c'est mon confrère Necrolip qui a tweeté en premier. Et donc, moi, j'ai vu son tweet, j'ai repris l'info, j'ai retravaillé les images et j'ai tweeté dans la foulée. Là, j'ai euh, clairement mentionné que l'info venait de ce compte-là, et puis l'image, je l'ai repris de Chocobon Plan, et là, je l'ai mentionné aussi. Ça me semble être la moindre des choses, en tout cas, dans ce genre de cas. Et voilà, justement, j'avais pas vu son tweet, donc je vais quand même lui répondre. Donc voilà, c'est un peu la moindre des choses, je trouve. Euh, c'est de mentionner un peu les sources. Mais voilà. Je vais jamais lancer un tollé si quelqu'un reprend mon tweet et me mentionne pas. C'est pas grave. Par contre, vraiment, le coup de reprendre les images, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve.
Aureliana, logique, moi je cite comme ça, tu es en dessous, on sait que c'est à toi. Merci, c'est très gentil, je l'ai déjà remarqué, et en effet, j'apprécie euh, j'apprécie cet exercice-là. Alors, on va passer au troisième sujet de la soirée, qui est donc Star Fox. Star Fox, Star Fox qui est ressorti sur Switch 2 jeudi passé. Et qui est un remake de Light Wars qui a été sorti sur N64 il y a déjà très longtemps, dans les années, bah voilà, la vidéo le dit, en 97. Et donc c'est une refonte totale du jeu, une refonte graphique, une refonte de l'audio, des cinématiques, du gameplay, tout a été revu. Et donc le jeu est sorti il y a quelques jours, et il est sorti à un tarif encore une fois préférentiel, puisqu'il est sorti au prix de 49,99€ en démat, et au prix de 60€ en version physique. Et donc, j'ai bien évidemment acheté le jeu, enfin bien évidemment, il y a une logique derrière, hein, c'est, le jeu m'intéressait, et une démo d'ailleurs était sortie sur l'eShop, donc n'hésitez pas si vous souhaitez tester la démo. Et donc bah, je me suis lancé dans l'aventure. Alors déjà, premier point assez intriguant, c'est que contrairement à Square Enix, vous ne pouvez pas transférer votre sauvegarde entre la démo et le jeu. Et donc bah, si vous avez déjà fait le tutoriel dans la démo, vous devez le refaire dans le jeu. Mais bon, ma foi, c'est pas très grave. La démo ne durerait que, je pense, 30 minutes, enfin 20-30 minutes, donc pas de souci de ce côté-là. Mais on peut quand même souligner le fait que si Square Enix le fait, je pense que Nintendo pourrait tout doucement commencer à y songer. Et donc, bah, j'ai lancé le jeu hier soir, figurez-vous, j'avais pas eu le temps encore avant. Et donc j'ai lancé le jeu aux alentours de 20h plus ou moins. Et eh bien j'ai terminé le jeu aux alentours de 22h. 22h, 22h30. Alors, on en reparlera dans vraiment le test du jeu que je vais vous donner juste maintenant, mais voilà, comme ça vous avez un peu une idée de un petit peu mon avis en fait à chaud, puisque je l'ai terminé hier soir, donc je m'en rappelle très bien. Alors, dans les points positifs déjà que je donnerai au jeu, c'est que visuellement, le jeu est sublime. Hein. Euh, le jeu est magnifique. Alors, on le voit ici, ça a un petit peu planté au niveau de au niveau de ça. Donc attendez, je vais refaire. Tac. Non, ça plante toujours. On va recharger la page. Donc visuellement, c'est magnifique. Non, c'est carrément l'écran qui a bugué. Donc on va refaire ici. Propriété. Hop, voilà, c'est bon. Donc il y a un effort qui a été fait, et on le voit notamment sur ce premier niveau, c'est la texture de l'eau. Et donc ça fait assez bizarre en fait de voir un jeu Nintendo qui atteint un tel niveau visuel. On n'a pas l'habitude d'avoir une aventure solo comme ça qui se rapproche autant d'un photoréalisme qu'on pourrait avoir chez la concurrence. Donc, premier point, très positif, on peut quand même souligner l'effort qui a été fait de la part de Nintendo de proposer un jeu qui va quand même beaucoup plus loin qu'un bête remaster ou remake que Nintendo aurait pu nous faire sur la Switch 1 par exemple. Donc il peut même se trouver à 45€ sur Amazon, donc ça fout. Oui, tout à fait, il y a moyen de le trouver un peu moins cher que 50€. Et tu nous dis, c'est juste du scoring, la durée de vie, elle se fait par la recherche des scores les plus hauts. Oui, tout à fait, je vais vous en reparler juste après. Pour moi, la durée de vie, c'est un point négatif, mais ça n'en fait pas un point qui devrait vous rebuter à l'achat du jeu, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Dans les autres points positifs, c'est, je vais essayer d'en retrouver une, mais les cinématiques, je les ai trouvées très détaillées et très bien travaillées. En fait, on a l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais on a l'impression de regarder un film Pixar. Les animations sont top, et on a un doublage qui est un doublage français assez, assez propre, et donc on a vraiment l'impression de se retrouver devant une sorte de mini-film, et ça c'est très plaisant à regarder. Sinon, au niveau de la musique et de l'ambiance, bah, on a un jeu qui
retravaille quand même beaucoup ce qui était fait à l'époque sur N64, donc ça c'est un point positif aussi. Euh, on a un travail complet, un retravail complet, une réorchestration complète de l'OST, et donc ça c'est très chouette aussi de ce côté-là. C'est un point positif qui m'a quand même beaucoup marqué du côté donc de ce remake de Star Fox. Et puis autre chose, le gameplay quand même, faut en parler un moment, mais j'ai trouvé la conduite de l'Airwing très plaisante. En fait, vous avez plusieurs possibilités, donc soit vous pouvez diriger donc l'Airwing vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Vous pouvez inverser les commandes bien évidemment. Et donc là, ça va vous permettre de déplacer l'Airwing, mais en même temps de déplacer votre viseur, et donc de pouvoir tirer sur les ennemis ou éviter des obstacles. Vous avez aussi la possibilité de faire un tourbillon, et donc en faisant un tourbillon, vous allez pouvoir créer une sorte de mini bouclier en évitant quelques-unes des attaques ennemies. Et vous allez aussi pouvoir, en fait, avec la gâchette L et R, tourner plus rapidement et donc faire des virages serrés au niveau de l'Airwing. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Ça permet vraiment, en utilisant le frein, le turbo, de vous déplacer de manière extrêmement fluide. Et ça, c'est un très bon point positif. Le gameplay a été hyper bien retravaillé. Vous avez aussi la possibilité de faire un looping ou un demi-tour. Et donc tout un système aussi de jauge de vie. C'est la jauge en vert que vous voyez juste au-dessus. Et la jauge dite turbo qui va être celle en bleu juste en dessous. Et donc ça, c'est vraiment les points positifs. Globalement, le jeu, je dirais, coche toutes les cases d'un bon jeu Nintendo. Et donc de ce côté-là, il faut quand même le mentionner, puisque ce n'est pas toujours le cas. Au niveau des points négatifs, j'ai noté, alors la durée de vie n'est pas un point négatif en tant que tel. Il faut juste que vous sachiez quand vous allez commencer le jeu que vous avez face à un jeu, comme a dit Oxafu, qui est un jeu de scoring. C'est-à-dire que faire le jeu et le terminer en 1h30 ou 2h et dire j'ai terminé Star Fox en 2h et le jeu a une durée de vie éclatée au sol, malheureusement, c'est ne pas s'être bien renseigné sur ce qu'est Star Fox. Puisqu'en fait, le but de Star Fox, et je vais essayer de vous reprendre une image du menu, c'est en fait d'explorer des planètes. Alors, déjà, la première run, parce qu'il y a possibilité de faire plusieurs runs, que vous allez faire, elle va bien évidemment ne vous faire visiter qu'une partie des planètes, et vous ne pouvez pas, en une seule run, visiter toutes les planètes, c'est impossible. Alors, j'essaye de retrouver le bon moment. Et donc voilà, c'est impossible du premier coup de visiter toutes les planètes. Donc vous allez être obligé de refaire une deuxième run si vous souhaitez explorer toutes les planètes. Et tout le défi du jeu et tout le gameplay du jeu va résider dans le fait de faire du scoring. Donc de réussir à faire ou à accomplir des défis ou des missions pour pouvoir avoir un maximum de points et réussir à avoir un score qui est le plus haut possible. Ça, c'est vraiment le but du jeu. J'essaye de vous retrouver un passage où on voit la map, mais alors là, c'est quoi, je vais essayer de trouver sur Twitter, parce que là, c'est un enfer. On va mettre map Star Fox. Donc voilà, il faut juste qu'avant d'acheter le jeu, vous sachiez que le jeu, de par son gameplay, de par sa proposition de base, est un jeu qui va nécessiter de refaire plusieurs fois les planètes et à l'inverse d'en découvrir aussi d'autres. Alors là on a, oui c'était une image mais j'avais vu une image tout à l'heure qui était pas mal. Et qui montrait un peu en fait tous les embranchements possibles du côté de Star Fox. Mais alors là, pour vous retrouver ça, je trouve parfois que la recherche Twitter, elle est un peu éclatée au sol. On va essayer de chercher ça sur Google. Donc voilà, c'est un point qui peut être un point négatif, mais qui nécessite quand même d'être pris en compte, puisque c'est pas spécialement mentionné en fait. Voilà, ici on a une image. Alors, c'est la version originale N64, mais peu importe, vous avez compris le principe. Donc ici, en fait, vous avez, comme je vous ai dit, plusieurs itinéraires.
Et en fait, là, l'itinéraire en orange, ça correspond à l'itinéraire que j'ai eu hier. Mais sachez qu'il y a plein d'autres planètes autour et qu'en fonction des choix que vous allez faire dans chacune des planètes, vous avez des embranchements différents. Et voilà, il faut le savoir, mais c'est assez intéressant comme manière euh, d'aborder ce jeu. Surtout qu'il faut le rappeler, ce jeu est sorti quand même en 97, et donc à l'époque, ben, je suppose que c'était quand même une petite révolution. Alors, Biffun, 1h30 de jeu, c'est un peu cher. Oui, si tu n'es pas au courant. Si tu veux juste faire une run en mode je veux aller jusqu'au boss final, oui, le jeu va durer 1h30. Mais clairement, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors, le deuxième point négatif, c'est que j'ai trouvé le jeu assez difficile. Même en mode facile, figurez-vous. Alors, soit c'est moi qui ne sais pas jouer à ce type de jeu, ce qui est tout à fait possible, soit il y a un petit problème d'équilibrage, mais si le mode facile, si le mode facile c'est censé être un mode accessible à un enfant qui a jamais joué à ce jeu, ou à quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête en recommençant 30 fois un niveau, bah on n'a pas la même notion de facile, hein, les gars. On n'a pas la même notion de facile. Il y a notamment un niveau hier, j'étais en mode easy, que j'ai recommencé. Je pense que j'ai dû recommencer 5-6 fois. Alors, ok, je suis peut-être pas le meilleur joueur au monde, mais bon, je sais quand même me débrouiller. Et je comprenais vraiment pas. Et en regardant un gameplay pour essayer de comprendre si j'avais loupé quelque chose, ben j'avais absolument rien loupé. Hello Alcide, merci beaucoup pour ton follow, ça fait super plaisir, bienvenue. Et donc le mode easy, je l'ai pas trouvé si simple que ça. Et donc autant quand même ben, vous le mentionner, comme ça vous pouvez potentiellement juger par vous-même. Dites-moi un petit peu dans le chat si c'est quelque chose que vous avez aussi rencontré ou pas. Euh, mais donc voilà. Et Oxafu, euh, tu nous dis, il y avait le même cas avec le jeu Terminator 2D No Fate. Les gens n'ont pas compris ce qu'ils avaient entre les mains. C'est ça. Et donc je pense ici que c'est un peu la même chose. Et le test de jeuxvideo.com qui lui a donné la note de 9 sur 20, je pense que c'est typiquement un testeur qui ne savait pas, qui ne connaissait pas la proposition de base. Alors voilà, c'est tout à fait possible et ça peut s'entendre, mais c'est quand même un peu. Voilà, c'est un peu délicat de tester un jeu, surtout tester un remake si tu connais pas la proposition originale, quoi. Donc voilà, ici on entend. Non, vous l'entendez pas parce qu'il y a sur ce bug de son que je dois régler, mais voilà. On voit un peu de gameplay de ce côté-là. Donc dites-moi un petit peu si vous avez fait Star Fox, si vous comptez le faire. Euh, j'ai pas tendance à noter les jeux, mais si je devais lui attribuer une note, je dirais 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. Parce que je pense que Nintendo aurait quand même pu ajouter un peu plus de contenu ou aurait pu être un petit peu plus clair sur l'ambition du jeu et ça aurait peut-être permis à des joueurs de ne pas être déçus de la durée de vie de cette proposition. Pourtant, lors de la présentation du jeu, il parlait des routes alternatives. Que jeuxvideo.com ne sache pas ça, c'est quand même problématique. Oui, tout à fait. C'est problématique. C'est problématique. Donc voilà pour mon avis sur Star Fox. Et donc bah voilà, j'ai passé 2h30 hier. J'ai pu tester une autre run. Et globalement, je pense que c'est un jeu que je vais garder un petit peu au fur et à mesure. Et pour lequel je vais avoir envie d'explorer un peu toutes les planètes qui sont disponibles. Alors, juste après, pour terminer donc le live de ce soir, j'avais envie de vous parler donc de Elliot. Elliot, je vais vous mettre ça. Elliot, alors c'est pas celui-là, c'est Adventure of Elliot. Ah bah il est là, voilà. Donc Adventure of Elliot, donc qui est un jeu de la team Sony qui est développé par Square Enix et qui réutilise un peu la DA HD 2D qui a été créée pour Octopath Traveler 1 et 2 et 0 et qui a également été réutilisée du côté des remakes de Dragon Quest. Et donc cette nouvelle charte graphique a été utilisée pour cette nouvelle IP, donc qui est
un jeu qui se démarque un petit peu de ce qu'on peut trouver du côté de Square Enix, puisqu'on est face à un jeu qui n'est pas un jeu à level ou qui n'est pas un jeu au tour par tour. C'est un jeu où vous allez explorer une map avec des armes et qui est une sorte d'action-adventure. Vous allez pouvoir avancer, suivre un scénario et battre des ennemis avec différents types d'armes. Le jeu est sorti il y a quasiment 2 semaines. Il a fait grand bruit. Pourquoi Pour une raison que je vais évoquer dans mon avis, puisque je suis à 15 heures de jeu. Et donc, globalement, enfin, Quentin, tu pourras me dire, parce que je sais que tu es là, et tu me dis d'ailleurs, gros banger ce jeu, en effet, c'est un top jeu et la DA est incroyable. Tu pourras me dire un petit peu, parce que je t'avais envoyé une photo d'où j'étais. Mais voilà, globalement, je pense que je dois être à la moitié de l'aventure, plus ou moins, ou peut-être déjà aux 2/3, à voir. Et donc ce jeu proposait une démo qui était sortie, enfin 2 démos. On a eu une première démo l'année passée qui était vraiment un proof of concept comme on dit, qui était un- un mini-jeu qui permettait d'explorer un peu la map, mais voilà, le jeu a quand même bien évolué depuis. Et puis on a eu une deuxième démo qui est sortie il y a quelques semaines et qui là permettait clairement de pouvoir commencer le début de l'aventure. Et déjà à l'époque, il y avait pas mal de journalistes qui s'étaient un petit peu inquiétés, ou qui en tout cas se posaient la question de tiens, c'est étrange, on a une première map, il y a un voyage dans le temps et il y en a une deuxième, mais cette deuxième map ressemble beaucoup à la première. Et il y a beaucoup de journalistes qui avaient un petit peu qui s'étaient un peu posé la question tiens, est-ce que le jeu final proposera d'autres maps et est-ce qu'on en aura suffisamment que pour renouveler le gameplay. Alors, c'est une question à laquelle je vais essayer, enfin un point auquel je vais essayer un petit peu de répondre, puisque si je vous fais part un peu de mes points positifs, déjà pour commencer, comme je vous ai dit, la DA est incroyable. Si vous aimez la HD 2D, foncez. Les cinématiques comportent en plus des illustrations de personnages qui sont, je trouve, très réussies. On le voit juste ici. Il y a un style qui, moi, me fait un peu penser à Unicorn Overlord et qui est juste sublime. Le doublage est dispo en anglais et en japonais. Et donc, vous pouvez choisir la langue. Et bien évidemment, les sous-titres sont disponibles dans toutes les langues, donc en français y compris. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et donc voilà, l'ADA, moi, ça fait partie des gros points positifs de ce jeu. Et on remarque que Square Enix commence à terriblement bien maîtriser cette patte graphique qui se démarque bien des autres jeux qu'ils ont l'occasion de faire. Et donc pour ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. D'ailleurs, Biffen, tu dis pas de VF, pas d'achat, je rigole. Ouais, on n'est pas du côté de Microsoft ici. Et donc, du côté du gameplay, je trouve ça parce que je ne l'ai pas terminé, assez sympa. Ça se rapproche un petit peu d'un Zelda 2D de l'époque, puisque vous allez pouvoir donc effectuer un saut. Vous allez pouvoir également planer si vous avez un certain objet. Vous allez disposer, donc comme vous le voyez à gauche, de 2 slots pour des armes. Donc vous avez une épée et les bombes qui sont assignées à ce moment-là. Je ne vous spoil pas les autres armes, mais sachez que vous allez pouvoir en avoir plusieurs et qu'elles ont des effets totalement différents. Pas d'obligation sur le fait de devoir utiliser ou non telle ou telle arme. La seule arme, enfin les 2 seules armes pour lesquelles vous allez potentiellement être obligé de les utiliser, c'est les bombes pour casser des murs. Et l'autre arme, je vous dis pas ce que c'est, mais il y a une autre arme qui va potentiellement être obligatoire dans certains passages. Mais globalement, vous avez une très belle liberté sur la manière dont vous allez vouloir vous battre et donc terrasser les ennemis. Alors vous voyez aussi qu'il y a un drop bonus qui est juste à gauche avec une étoile et qui permet en fait, si vous réussissez à battre suffisamment d'ennemis, d'accumuler une sorte de bonus avec, si vous passez 5 ennemis sans vous faire toucher, puis 10, puis 15, tous les multiples de 5, vous allez avoir des étoiles qui vont vous permettre de récupérer des bonus qui seront plus importants. Donc ça, c'est un petit challenge qui est persistant lorsque vous allez jouer, c'est de se dire putain, faut pas que je me fasse toucher, il faut que je fasse attention, etc. Biffen, tu le fais sur Switch 2 ou PS5? Sur Switch 2 et il tourne très bien. Globalement, je sais qu'il y a des testeurs qui ont mentionné qu'il y avait des petites chutes de framerate en portable. Écoutez, moi j'ai joué en portable et
J'ai pas spécialement remarqué, pourtant je suis du style à justement être assez sensible à ça. Est-ce que c'est la DA un peu HD 2D qui nous fait oublier ça? Je sais pas. Mais j'ai pas vraiment trouvé de défaut à cette version-là. Et donc aussi une particularité de Elliot, c'est que lorsque vous mourrez, puisque vous avez un système de cœur un petit peu à la Zelda, vous savez, c'est les petites... juste ici, c'est les petites gouttes, les petits fragments qu'il y a là. Si vous mourrez, ben, vous avez la possibilité de demander à la fée qui vous accompagne, qui s'appelle Fée justement, de vous ressusciter moyennant une petite somme de la monnaie du jeu. Et donc ça c'est sympa aussi, en sachant que cette somme va augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure où vous allez utiliser cette feature, sauf si vous allez vous respawn dans une zone qui va en fait reset le compteur, mais sinon voilà, vous avez quand même un moyen de vous sortir un petit peu d'une situation qui pourrait être délicate. Derxin, j'ai terminé le jeu tout à l'heure avec environ 90% de complétion. C'est un bon jeu honnêtement. Bah écoute, très content de l'entendre. Je trouve ça un peu trop pété pour les boss de se faire ressusciter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve d'ailleurs que c'est hyper difficile de ne pas, enfin, de pas tomber dans le délire de je vais l'utiliser parce que j'ai un joker. Voilà. Mais bon, on va dire que tu peux quand même toujours te dire non, j'utilise ma dernière save automatique. Par contre, c'est un petit peu tentant quoi. Il est écrit en grand Request Revival. Bah oui, t'as envie de cliquer dessus quoi. Donc voilà. Alors, on a aussi un autre système qui va être assez important dans le jeu, qui va être en fait un système où vous allez pouvoir utiliser des magicites, et donc qui vont être en fait, si vous voulez, des aptitudes que vous allez pouvoir donner à vos armes ou non. Alors, soit vous pouvez activer une fonction qui va les distribuer automatiquement en essayant donc de les distribuer de la meilleure manière possible, puisque vous avez par exemple ici, vous voyez au niveau de l'épée, on va avoir potentiellement un coup critique qui va être plus important, on va avoir une double épée, enfin voilà, on a plein de choses, et vous allez pouvoir en fait débloquer des magicites grâce à une sorte de monnaie que vous avez dans le jeu, qui est en fait tout simplement un deuxième bonus que vous allez recevoir, notamment lorsque vous battez un boss, et donc vous allez pouvoir accumuler ces fragments de magicites, et ensuite vous allez pouvoir farmer donc ces différents magicites qui vont être divisés en fonction des catégories des différentes armes. Donc ça c'est sympa aussi d'avoir rajouté un petit quelque chose supplémentaire. Donc ça globalement ça fait partie un peu des points positifs que je pourrais mentionner au jeu. J'avais noté aussi une OST qui est à tomber par terre, et je pèse mes mots. Je pense que Elliot fait partie de ces rares jeux où la musique m'est restée constamment en tête après avoir clôturé ma session de jeu. Le style varie énormément en fonction de l'époque, je vais en reparler juste après. Mais donc voilà, gros point positif pour l'OST. Et Derxin, tu es d'accord avec moi? Au début, je faisais en manuel, puis à la fin, flemme tout en auto. Oui, moi aussi, j'ai tout mis en auto. Donc voilà. Donc Derxin qui est d'accord avec moi au niveau de l'OST. Très cool. J'espère que Square la sortira en vinyle ou en CD ou je sais pas. Mais voilà. Et si je me souviens bien, il y a moyen, je pense, de l'écouter dans le jeu de manière indépendante, donc comme via un lecteur audio, je sais plus. J'ai l'impression que j'ai vu ça dans les menus. Donc voilà. Alors, le petit défaut, et je vais être honnête avec vous, pour moi c'est pas un défaut, mais je peux comprendre que pour des gens ça en soit un. Le défaut d'Elliot, c'est que le premier défaut d'Elliot, c'est que rapidement vous risquez d'avoir un sentiment de répétitivité qui va s'installer. Pourquoi ? Parce que comme la démo nous l'a montré, souvenez-vous, la démo, donc il y avait deux maps qui étaient visitables à deux époques différentes. Déjà à ce moment-là, on se disait, tiens, c'est étrange, on a deux maps, mais les décors se ressemblent quand même beaucoup, les tracés se ressemblent beaucoup, les donjons se ressemblent énormément. Et donc on se disait, enfin moi je m'étais dit, s'il y a d'autres époques, et on se doutait qu'il y en aurait d'autres, espérons qu'elles soient quand même totalement différentes. Malheureusement, les 4 époques qui sont disponibles
donc dans Elliot, se ressemblent énormément. Alors, peut-être pas visuellement, mais en termes de tracé, en termes de gameplay, en termes de donjon, on a une redite qui est assez importante. Je vais être honnête avec vous, de mon côté, ça ne m'a pas posé de grands soucis. Pourquoi ? Parce que au final, des jeux assez répétitifs, c'est rare que j'y joue. Et donc, de ce côté-là, pour moi, c'était un jeu qui se démarquait un peu des autres. Maintenant, si vous êtes sensible à ce type de gameplay, à ce type de points négatifs, faites attention parce que vous risquez d'être un petit peu déçu. Là où je ne me prononce pas non plus sur un test définitif, c'est que je n'ai pas terminé le jeu et que les sites d'actualité ou de tests qui, eux, ont terminé le jeu, ont majoritairement tous mentionné le fait que la dernière partie était très positive, le dernier tiers globalement, et que donc c'est un jeu qui, globalement, quand on l'avait terminé, était un jeu qui était très plaisant et qui méritait d'être fait. C'est juste que si vous êtes sensible à une certaine répétitivité dans le jeu, eh bien, vous risquez potentiellement de trouver le chemin assez long. Et voilà, n'hésite pas à me le dire, hein, Dergzin, sans spoiler bien évidemment ce que tu en as pensé. Oxafu, tu me dis, je le trouve un poil bavard. Alors oui, après, moi perso, j'ai un peu l'habitude avec les jeux Square Enix. Je trouve globalement, c'est un FF7 Rebirth, un FF7 Remake ou un Dragon Quest, peut-être pas autant, mais les jeux globalement Square Enix sont assez bavards. Donc ça m'a pas spécialement choqué, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des passages où en effet tu te dis, bon allez, j'ai envie de jouer un petit peu là, ça fait longtemps qu'il y a des dialogues qui tournent. Après, mentionnons quand même le fait que l'intégralité du jeu est doublée en anglais ou en japonais, et donc c'est quand même très agréable de regarder des cinématiques ou des discussions qui sont doublées, c'est assez chouette. Dergzin, justement, tu me dis la fin est sympa, franchement. Bah écoute, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai entendu un peu partout. Et donc, globalement, j'ai assez hâte de le terminer pour vous donner un avis définitif sur le jeu. Euh, mais donc voilà, Elliot, globalement, si vous avez fait la démo, enfin si vous n'avez pas fait la démo déjà et que vous hésitez à faire le jeu, faites la démo, puisque la démo est un excellent premier avant-goût du jeu. Et si vous avez aimé la démo, écoutez, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas la suite du jeu. Si par contre vous avez trouvé que la démo était déjà un peu répétitive et que vous n'étiez pas hyper convaincu, à ce moment-là, oui, posez-vous peut-être la question de est-ce que ça vaut la peine de le faire tout de suite ou est-ce que ça vaudrait pas plutôt la peine d'attendre une petite solde sur le jeu qui pourrait arriver d'ici quelques mois, que ce soit en édition physique ou en version démat. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du coup du côté d'Elliot. Ah oui, dernier petit point négatif qui peut être souligné, c'est au vu de la répétitivité du jeu, est-ce que Square Enix n'aurait pas mieux fait de proposer une démo un peu moins conséquente ? Je me pose la question parce que d'un côté, on peut se dire qu'ils ont joué le jeu et que justement, ils nous ont un petit peu donné la tendance avec cette démo en disant, voilà, si vous captez bien, vous avez fait 2 fois la même map, en fait, ça va être le jeu globalement qui va être articulé autour de cette mécanique. Mais d'un autre côté, on aurait quand même pu se dire qu'ils auraient pu nous réserver un peu la surprise. Et comme tu dis, Dergzin, la toute première démo était suffisante. Oui. Maintenant, tu vois, je pense dans ce genre de cas que s'ils ont proposé une autre démo il y a quelques semaines, c'est sans doute, tu vois, qu'ils se rendent compte au niveau des précommandes ou du nombre de fois que le jeu a été mis dans la liste des souhaits, qu'il fallait peut-être justement proposer une démo pour faire connaître un petit peu le jeu et lancer les ventes comme ils auraient peut-être aimé qu'elles soient lancées dès le début. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, tu vois, d'un constructeur ou un éditeur qui propose une démo. C'est très souvent un petit peu pour lancer la hype, et donc Square Enix le fait très fréquemment, et on peut quand même les remercier puisqu'ils jouent le jeu et en plus tu sais toujours transférer ta sauvegarde, donc voilà, c'est quand même un point positif. Mais voilà, peut-être que la démo était un peu trop généreuse et donc que c'est un petit peu joué en la défaveur de ce The Adventure of Elliot. Et donc le prochain jeu qui va utiliser cette DA HD 2D du côté de Square Enix, ce n'est rien d'autre que
Final Fantasy Résonance qui va sortir courant du mois d'octobre, si je me souviens bien. Et qui donc a aussi une DA au tour par tour, enfin une DA au tour par tour, non pardon, une DA HD 2D, mais qui cette fois-ci est un jeu dans l'univers de Final Fantasy et avec des combats au tour par tour. Et alors là, l'exploration, bah, globalement, ça ressemble quand même pas mal à ce que fait Elliot, bien qu'on ait des environnements qui semblent être un peu plus en mode 3D. Mais waouh, le jeu est sublime. Enfin, moi, cette DA, je pense que je m'en lasserai jamais. Et les cinématiques, je vais essayer d'en retrouver une. Mais les cinématiques sont très très stylées, quoi. Regardez-moi ça. Pouah. Alors, j'ai pas très très bien compris ce que le jeu allait proposer, globalement. Euh, mais voilà. Biffen, oh ce jeu me hype, zinzin purée. Est-ce que c'est un remake de jeu mobile? Écoute, je ne sais absolument pas. C'est un nouveau FF ou un remake? Écoutez, je ne sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai pas compris en fait, que j'ai pas du tout compris